Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre Infothémis du 25 avril 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Il me fait plaisir de vous présenter cet excellent bulletin de nouvelles pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons Alain Sarrazin, nouveau maire à Duhamel-Ouest, compostage, nouveau procédé de cueillette à la tulipe, la route 382 réouverte à la circulation, la microbrasserie Barbe-Brou mise en danger, lancement du nouveau Vert Forêt, un motel agricole modèle pour tout le Québec, plus long que prévu pour les rénovations au Théâtre du Rift, LVL Global en nomination pour un prix international et des livres pour la valorisation du français. La municipalité de Duhamel-Ouest au Témiscamingue a un nouveau maire élu sans opposition. Il s'agit d'Alain Sarrazin, qui a siégé à la mairie de cette localité de 2005 à 2013. M. Sarrazin est la seule personne à avoir manifesté son intérêt pour le poste à la date limite des mises en candidature. Il succède ainsi à Jocelyn Cardinal, qui a annoncé sa démission en janvier dernier après un séjour d'un peu plus d'1 an à la mairie de Duhamel-Ouest, une municipalité d'environ 945 habitants. Alain Sarrazin affirme vouloir prendre connaissance des dossiers avant d'énoncer ses priorités. Il se montre prudent, notamment au sujet d'un éventuel regroupement avec Ville-Marie. J'aime plus parler d'entente intermunicipale que de fusion. Je ne vous cacherai pas que c'est l'un des dossiers qui a fait en sorte que je me suis réintéressée à la municipalité, affirme Alain Sarrazin, nouveau maire de Duhamel-Ouest. Monsieur Sarrazin a participé à son premier conseil de la MRC de Témiscamingue, mercredi soir à la Verlochère-Anglier. Il se dit bien heureux d'effectuer un retour en politique municipale. J'avais eu de l'intérêt en novembre 2021 aux élections municipales, mais après discussion avec le maire qui a été élu, j'avais laissé court, explique Alain Sarrazin. Dans le cadre de la Journée de la Terre, la municipalité de la Tulipe et Gabourey en a profité pour lancer une idée qui pourrait faire économiser beaucoup d'argent à la MRC de Témiscamingue pour la cueillette des matières compostables. Comme la municipalité de Moffett l'a fait, la Tulipe procurera des chaudières de 5 gallons à tous les résidents, sauf ceux au lac des Bois, afin qu'ils y déposent leurs résidus compostables. Belle initiative qui va éviter à la MRC de faire beaucoup de kilométrage pour rien, alors que très peu de gens se servent du bac vert. Écoutons le maire de la Tulipe, Vincent Gingras, qui nous explique le projet. Dans le fond, à la Tulipe, on a décidé d'aller vers une nouvelle collecte au niveau du compost municipal. Comme vous savez, là, pas, depuis plusieurs années, il y a de moins en moins de monde qui mettent leur bac vert au chemin. Et pour la MRC, pas, c'est énormément de déplacements qui mènent à pas grand tonnage de compost parce qu'ils font toutes les adresses et souvent il n'y a absolument personne, il n'y a personne qui mette vraiment leur bac au chemin. Donc, on a eu comme message de la MRC, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour faire en sorte que le camion ne se promène pas partout pour rien? Bon. Là, on dit, peut-être, on ne savait pas trop. Et en s'informant un peu, on a su qu'à Moffett, c'était déjà le cas. C'était une collecte à toutes les semaines d'un petit bac comme ça. Et à Figerville aussi également. Donc, ces municipalités-là réussissent à mieux contrôler le compost vraiment en faisant une promotion meilleure. Les gens compostent plus et la qualité aussi du compost est meilleure dans un petit bac que dans un gros bac où est-ce que souvent il se trouve pas mal n'importe quoi là-dedans. À preuve, le compost de la MRC n'est pas nécessairement bon pour mettre dans nos potagers où il y a quand même une qualité de contaminant quand même assez grande. Fait que le but là-dedans, c'est de munir chaque adresse de la Tulipe avec un 5 gallons comme ça, avec un couvercle. Il va y avoir une collecte à chaque
semaine qui va se faire par nos employés municipaux. Et pour un premier temps, le premier volet, ça va être d'apporter toutes les matières compostables au garage municipal dans un seul bac. Comme ça, la MRC va venir et ramasser à une seule adresse le compost de la tulipe. On exclut le lac des Bois qui, déjà, la plupart des résidents qui sont là l'apportent directement au village. Donc là-dessus, on ne fera pas nous-mêmes toutes les adresses du lac des Bois. On s'entend que ça serait pour nous une dépense vraiment quand même supérieure. Donc il faut quand même penser à ça. Donc c'est le projet qu'on a décidé de faire. Donc à partir du mois de mai, je n'ai pas la date précise où est-ce que ça va commencer par contre. Ça, il va falloir qu'on s'en parle. Mais vous allez recevoir, chaque citoyen, une chaudière avec un couvercle. Et à chaque semaine, vous allez pouvoir la déposer au chemin. Nos employés vont la ramasser. Et on va faire ça comme ça. Le but, ultimement, on regarde présentement avec d'autres municipalités d'installer un composteur industriel ici dans l'Est Témiscamingue. Pour faire en sorte qu'on soit capable, avec nos propres projets de développement de communautés nourricières, de serres, etc., d'utiliser notre propre compost ici, sur notre territoire. Je pense que déjà à MRC aussi, on a commencé à repenser le modèle. Je pense que c'est le genre de modèle qui pourrait être extrêmement intéressant pour notre secteur, puis faire en sorte qu'on contrôle mieux notre compost, la qualité, puis aussi créer une espèce d'économie circulaire autour de ça. Donc je pense que c'est un projet qui est vraiment intéressant pour nos communautés, parce que veut pas, on a besoin de ces initiatives-là pour dynamiser notre milieu, faire en sorte qu'on ait une vitalité intéressante. C'est le projet qui s'en vient à la tulipe, donc c'était ça que je devais faire. Si j'oublie quelque chose, dites-moi là. Julie? Ben là, on va passer à la consultation des citoyens, si on décide pas Oui. décider. Oui, dans le fond, c'est ça aussi. Quand il y a beaucoup de monde, ben, c'est intéressant de savoir, selon vous, des idées comme ça, qu'est-ce qu'une municipalité, pas nécessairement la tulipe, mais qu'est-ce qu'une municipalité pourrait faire pour être plus vert, pour être plus en harmonie avec notre environnement, avec notre terre, etc. Donc, c'est une grande question philosophique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen, comme municipalité, pour faire en sorte que notre terre soit mis à l'avant-plan puis utilisée de façon responsable? Puis ça peut s'adresser aussi à tout le monde. Il y a du monde partout. Là, puis, par exemple, il y a Adèle Beauregard qui est dans les amateurs. Ça peut être aussi ce que vous faites dans vos municipalités, vous pouvez l'apporter pour enrichir la discussion. Oui aussi, puis je viens d'avoir, ma mémoire vient de revenir. On va encore une fois cette année à la Tulipe organiser une corvée de ramassage des déchets dans nos fossés. On l'a fait l'année passée, on a fait quand même quelques tronçons. C'est grand. On a quand même plusieurs kilomètres de tronçons et très peu de bénévoles. Donc, c'est malheureusement le maire de la gare s'est trouvé des bénévoles pour faire ça. Mais, tu sais, juste en me promenant, moi je travaille à Notre-Dame-du-Nord, puis des choses dans les fossés, j'en vois de toutes sortes. Le printemps, des fois, c'est pas très beau. Donc, c'est de ramasser, dans le fond, à la tulipe, au moins à la tulipe, dans nos fossés. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient bientôt. Donc, s'il y a des bénévoles, des citoyens de la tulipe qui veulent venir nous aider, ben, on va vous accepter. Et c'est Marianne Morancy-Landry qui va s'occuper de ramasser les noms. France. Je ne sais pas, c'est peut-être utopique mon affaire, mais est-ce que la municipalité aurait des leviers pour interdire l'épandage d'engrais chimiques sur les terres agricoles? Oui, on peut le faire. On peut faire un règlement qui... Sur les terres agricoles? Agricole, non? Non. Ben non, même elle fait, toi. En ville. OK. Je peux faire dans la municipalité. Mais le glyphosate, je peux pas. T'écoutes pas mon balado. OK, ben écoutez ton balade. Mais, Sur les pelouses. idéalement, on devrait être capable de le faire, là, honnêtement, là, mais bon. Tu peux pas être Idéalement. l'agriculture. Idéalement. Et le producteur agricole.
Fait qu'on n'a pas de levier. Sinon, encourager ceux qui... Oui, oui, en effet, encourager le fait de ne pas utiliser du glyphosate, etc., d'autres produits qu'on sait qui sont vraiment toxiques pour la santé humaine. Ça, c'est sûr qu'on peut le faire, mais on peut pas l'empêcher. C'est ça. Il y a des programmes du ministère de l'Agriculture qui encouragent les agriculteurs à changer leur façon de faire. En fait, ceux qui utilisent du chimique, à diminuer. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a des programmes là-dessus. Mais il n'y a rien pour ceux qui le font déjà, comme d'habitude. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Ceux qui sont déjà bio, il n'y a pas de programme. C'est bien fait comme ça. Oui. Je me demandais, je ne sais pas si à la suite c'est ça, mais s'il y a des municipalités qui interdisent les gens de faire des jardins dans leur pelouse en avance. Oui. Mais je pense qu'au contraire, ça serait vraiment le fun si on encourageait les gens à faire des plates-bandes pour mettre des plantes mellifères, d'encourager, de ne pas passer la tondeuse, mais d'avoir des endroits qui peuvent être quand même. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'esthétique, puis de diversifier pour les insectes pollinisateurs, puis la diversité. Oui, ben c'est ça. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est possible de faire, c'est sûr. Puis à la municipalité, on n'interdit pas ce genre d'initiative-là. Au contraire, là, je pense qu'on n'a jamais eu de cas où est-ce qu'on a refusé une plate-bande quelconque, là, je pense pas. Parce que moi, je fais ça, c'est Ben oui, exact, ça fait déjà plusieurs années, oui. Non, mais ça, il n'y a aucun problème. Xavier l'a fait quand même pas pire l'année passée aussi. Intentionnel ou non, je sais pas. Oui, c'est intentionnel. OK. On le tosse 2 fois. Ben, c'était très long. À un moment donné, c'est devenu un peu lettre, là. On va peut-être pas refaire exactement la même chose. Parce qu'il y a des... Tu sais, il y a des spots que c'était beau, c'était peut-être floral, mais il y a des spots que c'était vraiment... On va revoir notre... Mais on n'a pas eu de plainte à la municipalité, t'es correct. On va revoir notre aménagement. Surtout au village. Marianne? L'année passée, on avait déjà commencé à faire des annonces concernant le CPC, le pissenlit, des choses comme ça pour les pollinisateurs. Donc, on va continuer là-dedans, c'est sûr. Oui, aucun problème. La hauteur aussi de la pelouse, moi, je pense que c'est très intéressant de laisser une certaine hauteur pour tous aussi les insectes, etc., la biodiversité, les grenouilles, etc. Il n'y a rien de pire qu'un gazon tondu ras. Même en agriculture, on sait déjà qu'on a une certaine limite de tonte dans nos champs, ou aussi la plante qui a pu survivre. Donc, on va encourager ça aussi. Good. Donc, oui. Ben, moi, je tiens à vous féliciter parce que il va être une des rares salles municipales où ils utilisent de la vraie vaisselle. C'est vrai. La bonne vieille vaisselle jaune de la tuyau. Et que vos bacs ne sont pas juste en apparence pour favoriser le tri. Vous avez des sacs qu'on voit que le compost va vraiment aller au compost. Le tri, oui. C'est pas juste des sacs en plastique noir dans les gros bacs. Ouais. On peut voir à certains endroits. Fait que, chapeau. Merci beaucoup. Et ici, un petit plug. Cette année, ben, la salle sera climatisée. On a investi dans une climatisation. Donc, il va faire beaucoup moins chaud dans cette salle dans les prochaines semaines. Donc, on essaie d'améliorer notre milieu, puis on essaie de faire en sorte qu'on soit bien à la tulipe. C'est bien, c'est propre. C'est propre? Oui, c'est propre. C'est bien. Donc, oui, Julie. Oui, moi, je trouve que dans le village, là, il manque de verdure, d'arbres. Je trouve qu'on crée un îlot de chaleur dans notre village. J'aimerais qu'on puisse favoriser la plantation d'arbres. All right. Pas de trouble avec ça. J'en plante quasiment toutes les années dans mon terrain, donc il n'y a pas de trouble. Peut-être en réponse à ça, nous autres, ça fait 2 fois qu'on va chercher des sous sur le programme de sécurité alimentaire. Puis on achète des arbres fruitiers, entre autres, avec ça. On met dans des endroits publics. Fait que les arbres sont payés à 100% par la subvention. Il suffit d'avoir des bénévoles. Moi, j'aime toujours mieux quand c'est grandi beaucoup sur les bénévoles. Ouais. On a du Spandaville, mais t'es pas dépendant
employés ou de quoi de même. Quand les bénévoles s'approprient le projet, ben, ils gardent un œil dessus et tout ça. Ça coûte vraiment pas cher. La ville, elle supporte les envergures, c'est clair. Principalement au niveau de sa machinerie, parce que c'est important. L'administratif, pour pas que les bénévoles se fassent suer avec des formalités. Ouais. Ça, c'est très apprécié aussi, mais c'est beaucoup comité citoyen aussi. On va chercher des sous, c'est facile, les programmes sont simples, puis les décisions sont rapides, puis le cash sort. On va mettre Julie là-dessus. Julie va nous trouver ça. On va en avoir des arbres ici à la tulipe. Oui. Moi, là, dans le fond, c'est un peu une mise en situation. Là, j'ai entendu quelqu'un dans le voisinage qui avait l'intention de couper un arbre, là, c'est comme 2 fois comme ça. C'est un mètre. Je veux dire, moi, je le vois, puis je le trouve magnifique, cet arbre-là, puis il m'a mentionné qu'il avait l'intention de le bûcher dans pas long. Ouais, ça faisait trop de feuilles. Fait que ça fait trop de feuilles sur le terrain. Fait que là, moi, je me demande, tu sais, il peut-tu avoir quelque chose qui existe pour interdire ça, parce que ça fait pas de sens, là. Et je vais donner la parole à Julie parce que c'est peut-être elle qui est un petit peu plus ferrée au niveau de la réglementation. Ben, c'est pas. C'est la ville de Terrebonne, eux, ont une politique de l'arbre qui, justement, même si c'est ton arbre à toi privé, il y a des restrictions pour qu'il soit dans l'arbre. Dans les règlements d'une mairie, ça te prend un permis pour couper un arbre, même si on en avant. Ça ne veut pas dire qu'ils font tout là. Mais la réglementation le prévoit. En tout cas, ça, s'il y avait une possibilité là, d'ajouter ça. Ça serait à revoir dans nos règlements municipaux, c'est sûr. Dépêchez-vous. Obligé. Ouais, c'est ça. On va se dépêcher avant qu'il coupe. Obliger les propriétaires à planter des arbres. Il y a des municipalités qui ont des Tu réglementations. coupes, tu plantes. Non, obligé, chaque propriété doit avoir un arbre en façade ou un arbre en arrière-cour. C'est la prairie, par exemple, OK. c'est constant, ils ont des réglementations comme celle-là. OK. Et pour abattre les arbres, ça prend des permis. Mais tu ne peux pas interdire d'abattre les arbres. Mais ça sûr. prend un permis pour le faire. OK. Fait que, mais tu peux obliger à avoir des arbres sur le terrain. C'est bon à savoir. Merci. Ça va avec les plans d'urbanisme. Les feuilles, c'est bon pour le compost. Les feuilles, c'est excellent pour le compost. En effet. Moi, dans ça, dans l'hiver, c'est sûr que c'est vraiment plus pour la tulipe, puis on pourra y revenir, juste pas oublier de le nommer, mais ça serait le fun éventuellement de peut-être jaser de ce qu'on va faire avec le parc des étoiles. Parce que je pense que c'est un terrain municipal qui, présentement, ben, on sait qu'il n'est pas fertile vraiment, mais je pense que. Pas du tout. Il va le devenir, il pourrait le devenir. Ben là, comme tu sais, hein, avec le projet d'assainissement des eaux et les canalisations qu'on fait en 2024, hein, on est vraiment plus proche que jamais de ça. Je vois des gens qui disent ben non, ça se passera pas. Et oui, on est vraiment très près. Ben là, il faut mettre notre terre, la terre d'excavation quelque part, puis comme notre terre à la tulipe a une très forte teneur en nickel, ben c'est probablement dans le parc des étoiles que cette terre-là va aller parce que c'est de l'ancienne moque de mine qui a servi à faire le parc. C'était le même à l'époque. Notre terrain de balle était en moque de mine. Mais bon, c'est là qu'on a la concentration qui est similaire ailleurs dans le village. Fait qu'on va refaire ce parc-là après les travaux, dans le fond, d'assainissement des eaux qu'on va faire en 2024. Oui, je le répète, 2024. Oui, France? Ben là, moi, je vois des gens qui sont. Parce que si je regarde dans la salle, là, il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur Je sais. de la tulipe que de la tulipe. Je trouve ça très dommage. Je trouve ça, par contre. Le fun en même temps. Il y a beaucoup de gens de. Mais moi, ce que je suggère, ce que je pense qu'on est dû à la tulipe pour avoir vraiment une rencontre pour les citoyens de la tulipe, parce que moi, j'en aurais de long en art à dire sur certaines choses. Avec une petite thérapie de groupe, là. Qui n'intéressent peut-être pas les gens de l'extérieur. OK. On va planifier ça. Merci. Oui, Marianne? Pour le parc des étoiles, on ne peut pas planter grand-chose dans le directeur
Ouais. Ah, c'est ça, ben là, on spécule éventuellement. Fait que là, on n'est pas dans le. On est dans. Encore une fois, dans l'avenir. Fait que malheureusement, c'est. Je peux pas. Répondre à Zèle. Ben, c'est correct. Oui, Xavier, on va faire de quoi, tu fais ça. On est bien placé pour essayer de trouver des idées. Mon intervention, c'était aussi que ça serait peut-être, puis ça fait du pouce un peu avec ce que maman disait, ça serait le fun qu'on fasse de quoi, de rassembleur, si on fait de quoi, tant qu'il y avait de l'argent là-dedans, de rassembleur qui touche à peu près tout le monde, donc ça pourrait être Ben, je pense que c'est prétexte pour se rencontrer peut-être. C'est ça qu'il faut faire aussi dans nos petites municipalités. Il faut trouver des projets qui vont rassembler la grande majorité de la population pour donner une vitalité, donner une espèce de fierté puis un souffle pour faire en sorte qu'on est capable de faire un peu de pouce là-dessus puis d'avancer. Puis plus qu'on en fait, plus qu'il y a des idées qui ressortent, puis plus qu'on met de la vitalité dans notre milieu. Fait que je pense que c'est important de se consulter, de se parler, puis de vraiment s'impliquer au maximum dans nos municipalités, pas rien qu'à la Tulipe, partout où est-ce que vous habitez. Il faut vous impliquer, il faut être présent, puis il faut vraiment s'informer sur ce qui se passe dans notre municipalité, parce qu'on fait des conseils souvent, c'est des huis clos. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, mais pourtant, il y a quand même des choses intéressantes, puis on est prêt à répondre à vos questions. Il faut vraiment que vous soyez présents dans vos différents conseils municipaux, parce que c'est là que ça se passe pour votre communauté. Fait que c'est peut-être mon petit cri du cœur. J'aime ça parler en avant de quelques personnes, de plus qu'une personne ou deux. Disons que ça rend quelque chose de plus dynamique un peu. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, oui, Jean-François. Un incitatif aux constructions écologiques, ça pourrait être intéressant. Oui, ça. Ça peut attirer des gens à venir, mais ça peut aussi juste favoriser. Oui, tu as raison là-dessus. Construction, mais ça peut être rénovation Oui. Des matériaux locaux, naturels, puis performants. Favoriser le bois, c'est ça. Un toit de tôle plutôt qu'un arbre. Exact. Oui, ça c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On ne veut pas, comme municipalité, faire la promotion de ça, oui. En effet, c'est très intéressant. Julie. Il y a une petite ville, c'est Colombie-Britannique. Eux, ça fait très longtemps là, qu'ils font des actions là, pour l'écologie. Puis, tous les citoyens, leur maison ont des panneaux solaires. Puis, même quand les citoyens en ont de trop, ils la vendent à la municipalité. Moi, je trouvais que c'était vraiment un très beau projet. On a une maison ici qui pourrait produire pour quelques-unes en même temps. Mais oui, c'est sûr que quand on entend ça, le prix des panneaux photovoltaïques a diminué énormément. Ça devient quand même plus intéressant de s'en mettre ici et là. Mais c'est sûr que c'est quand même une initiative qui peut être intéressante, mais qui est quand même coûteuse, puis c'est pas tout le monde qui peut, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. S'ils pouvaient avoir, c'est ça, peut-être un programme ou des incitatifs à en acheter, on peut en payer un bout, mais s'il y avait... C'est sûr qu'une municipalité de 300 personnes peut difficilement faire un incitatif intéressant sur ça. Il y a peut-être des programmes qui... Mais Hydro-Québec n'est pas prêt encore de faire des programmes là-dessus. Ontario le fait déjà. Hydro-Ontario le fait, oui. Les gens qui ont des éoliennes ou des Ouais. des panneaux. Oh, et puis tu le vois quand tu vas en Ontario, il y en a beaucoup plus qu'ici. L'électricité rentre Ouais. et ressort de la maison pour rejoindre le réseau. Exact. Et ça contribue à baisser la facture d'électricité. C'est pratiquement 3 fois plus cher l'électricité en Ontario. Ouais, en Ontario, c'est ça, ouais. Exactement. Ariane? Ben, Roxane, au dernier congrès de la relève agricole à Verdun, on a demandé ça, entre autres pour les fermes, premièrement, là, des panneaux solaires, des énergies vertes. Ça a passé au congrès, donc c'est à voir. Donc peut-être on va commencer par là, puis ensuite ça va aller. Intéressant. Bonne nouvelle. Ben, le problème avec les panneaux solaires, c'est que les batteries sont finalement pas écologiques. Là. Au Québec, on a l'hydroélectricité qui est une énergie verte. Fait que d'inciter les gens à avoir des batteries pour tout accumuler leur énergie, pas nécessairement écologique. OK. Mais c'est sûr que si c'est branché sur le réseau et que
Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. La route 382 réouverte à la circulation entre Belle-Terre et la Tulipe. Le ministère des Transports du Québec, MTQ, a annoncé jeudi dernier, en fin de journée, la réouverture de la route 382 entre Belle-Terre et la Tulipe et Gaboury au Témiscamingue. Le MTQ explique alors procéder à l'installation d'un ponceau temporaire au cours des derniers jours afin de permettre la circulation en alternance à l'aide de feux de circulation d'ici la réalisation de travaux permanents prévus au cours de l'été prochain. Rappelons que lundi dernier, une portion d'environ 20 mètres de la route 382 a été sectionnée par la forte crue des eaux dans le secteur à 8 km de l'intersection de cette route et du chemin de Moffett-la-Tulipe à la hauteur du lac Lavaz. Le MTQ remercie les usagers de la route de leur compréhension et de leur collaboration en les invitant à consulter Québec 511 avant de prendre la route. Un outil pratique pour connaître les entraves en cours et à venir et les avertissements en vigueur, ainsi que pour planifier adéquatement leur déplacement. Mais pour le moment, ça circule bien et les usagers n'auront pas eu à faire le détour par la force pour bien longtemps. C'est impressionnant de voir l'ampleur des travaux qui ont dû être réalisés en seulement 3 jours et demi pour permettre à la circulation de circuler de nouveau. 2 ponceaux de bonne dimension ont été installés et des tonnes de gravier ont dû être transportées. TV Témis était sur les lieux pour capter des images pour vous. La microbrasserie Barbe-Brou de Nédelec pourrait être forcée de déménager. L'entreprise Barbe-Brou, seule microbrasserie au Témiscamingue, fait l'objet de 2 plaintes formelles devant la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, en raison de ses activités commerciales en sol réservé à l'agriculture. L'entreprise affirme avoir déposé une demande de dérogation au règlement de zonage dans le but de pouvoir poursuivre l'exploitation de la microbrasserie, du restaurant et de la crèmerie. Si cette demande est refusée par la CPTAQ, Barbe-Brou n'aura d'autre choix que de déménager. La mairesse de Nédelec, Lynn Ash, qualifie la situation de déplorable et espère que la décision de la CPTAQ sera favorable au maintien des activités de ce fleuron témiscamien. Madame Lynn Ash, mairesse de Nédelec, s'exprime en ces termes. « On veut garder ça ici, ce serait un coup dur pour Nédelec de les voir partir. » Madame H ajoute au passage que, selon elle, la réglementation sur le zonage agricole est beaucoup trop stricte envers les petites entreprises œuvrant dans le secteur agroalimentaire. Je pense qu'il y aurait moyen d'être beaucoup plus conciliant envers des entreprises comme celle-là. C'est loin d'être un cas unique et on ne peut pas dire que ça nuit aux activités agricoles, fait-elle valoir. La CPTAQ est beaucoup plus stricte en régions éloignées que près des grands centres, parce qu'elle se fie sur le fait que les gens ont moins de moyens pour se défendre. Le 21 avril dernier, dans le cadre de la Journée de la Terre et conjointement avec la municipalité de La Tulipe et Gaboury, avait lieu la présentation de la nouvelle entreprise Vert-Forêt qui en a profité pour lancer sa nouvelle image, son nouveau logo, sa vision, ses nouvelles aspirations et plus encore. L'entreprise existait déjà sous la gouverne de Jonathan Jensen Lynch, qui a passé le flambeau l'été dernier à un couple de La Tulipe, Xavier Manta et Roxane Labbé, qui débordent d'enthousiasme. Voici leurs commentaires. Notre projet pour Vert-Forêt, c'est plus que la commercialisation des produits forestiers non ligneux, les PFNL, c'est de faire rayonner notre territoire sauvage et rural, dynamiser notre milieu. C'est de voir et de vivre la forêt autrement, comestiblement, poétiquement, précieusement. C'est de profiter des forces de la communauté afin de vibrer ensemble sous un objectif commun. C'est de reconstruire un monde presque disparu, un monde où nous sommes la nature. Il ajoute, c'est de vivre au rythme des saisons, de faire ce qu'on aime le plus au monde et de faire découvrir au peuple des trésors du territoire. Et oui, Vert-Forêt retourne dans l'est du Témis, là où tout a commencé. Nous sommes très heureux, emballés et fébriles de porter ensemble ce magnifique projet. Il s'agit pour nous deux d'un rêve qui se réalise et nous avons l'ambition d'emmener Vert-Forêt à un autre niveau, entre autres
En développant le côté accompagnement humain en forêt, tout en poursuivant la mission première de l'entreprise, soit d'emmener la forêt vers vos assiettes. Nous avons beaucoup d'idées de développement qui seront dévoilées au fil du temps. Plus de 50 personnes se sont présentées pour l'événement et la bonne humeur était de la partie. Après son mot de bienvenue, le maire de la Tulipe, Vincent Gingras, a présenté les nouveaux propriétaires de Vert-Forêt, Roxane Labbé et Xavier Manta. TV Témis était sur les lieux et nous avons réalisé cette belle entrevue avec eux. Alors, Madame Roxane Labbé, copropriétaire de Vert-Forêt, vous êtes originaire de? Val-d'Or. Bonjour. Bonjour. Vous vous définissez dans votre site web comme l'araignée pour faire des liens. Oui. Tisseuse de liens. Tout à fait. Alors, pourquoi vous dites? C'est un peu parce que c'est un peu le rôle que j'ai souvent eu dans la vie, que ça a donné comme ça. Puis, c'est sûr, dans mon ancien emploi à Kinawit, un centre traditionnel là, qui appartient au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, dans le fond, j'avais un peu comme mission de réconciliation entre les touristes et les membres de la communauté qui venaient à leur site communautaire, dans le fond. Donc, j'étais un peu là pour faire les liens entre les membres de la communauté, c'est ça, et donc, on va le dire les Blancs, on va le dire comme ça, parce que, on est à TV. Oui. Oui, donc c'est ça. Fait que j'avais un peu la mission de créer ces liens-là entre les gens. Puis, je pense que je le faisais bien. J'ai la facilité d'approcher les gens quand même facilement. Fait que c'est souvent moi qui est en premier, mais je suis souvent en deuxième. Fait que je suis là pour aligner les gens ensemble. Ce qui va bien avec votre mission que vous vous êtes donnée avec l'entreprise aussi, d'être rassembleur. Hein? Tout à fait. Le but, c'est ça, de créer des lieux de rassemblement, de rassembler le monde. Puis la magie se crée quand tous les bons humains sont là. Fait que le but, c'est juste de les rassembler. Puis quand ils sont là, tout se passe. C'est une qualité de base pour aider une petite entreprise à démarrer et faire grandir une entreprise. Ça prend ça? Ça prend ça, puis on espère que ça va marcher. Là, j'ai une couple de mes amis en cette soirée de lancement qui sont descendus de l'Abitibi. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Ça fait déjà bouger le territoire et amener les gens d'un peu partout à la Tulipe. Des amateurs de produits forestiers non ligneux, qu'on appelle? Non ligneux, oui. Non ligneux. Il y en a beaucoup quand même sur le territoire, mais il faut les rassembler. Tout à fait. Il faut les rassembler. Il y en a quand même pas mal là, qui souhaitent développer leur savoir, justement en connaître plus, être capable de les reconnaître. Il y en a qui sont déjà quand même très bons, là, qui connaissent très savoir bien. quoi faire avec. Oui, c'est ça. Ouais, les étapes de transformation, ça aussi, ça va être une autre étape qu'on risque probablement de rassembler les gens, justement, pour ces étapes-là aussi. Puis, c'est un peu partout au Québec, là, oui. Surtout récemment, là, il y a encore plus une effervescence que les gens veulent connaître là, les Quels sont les produits là, que vous voulez toucher, transformer le plus à court terme? À court terme, à court terme, là, c'est sûr, ce qui s'en vient, là, il y a les pousses d'épinette, là, donc il faut faire la saumure, puis on va mariner les pousses d'épinette, c'est vraiment très bientôt. C'est sûr qu'on a un nouveau produit là, aussi qu'on sort là, cette année, qu'on a montré aussi à l'entrée tout à l'heure. C'est du faux miel de pissenlit au thé du Labrador. Donc, en fait, c'est nous qui fait le rôle des abeilles. C'est pour ça que c'est pas du vrai miel. Puis, on fait ce rôle-là, puis c'est en cueillant, c'est ça, toutes les fleurs du pissenlit. Ça aussi, ça va être très bientôt. Il y a les boutons floraux de marguerite qui s'en viennent. Oui. Les cœurs de quenouille qui est assez délicieux, qui est pas mal un de nos préférés produits de la forêt, qui est très délicieux. Là. Fait que, les tisanes, mais c'est ça. Ça va être... vu que je me disais court terme, je pensais que c'était pas mal plus ça. Mais oui, les tisanes, ça s'en vient. On veut développer des nouveaux mix là, de tisanes et tout ça. Mais on va commencer par ce qu'il y avait déjà, puis tranquillement évoluer. Là. Puis on peut faire du vin avec des fleurs de pissenlit, hein? Tout à fait, on peut faire du vin. Mon Vous en faisiez? Oui. Mon grand-père aussi, là, il en faisait pas mal dans le temps. Je me souviens de voir l'étourie chez lui de vin de pissenlit. Bon. Alors, Xavier Manta, copropriétaire de Vert-Forêt, de la Tulipe, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de la Tulipe, donc vous connaissez bien le territoire et toute la forêt qui est alentour. Oui, quand même assez bien. Là, je dirais que j'ai quand même une bonne expertise dans le territoire qui nous entoure, surtout dans l'est du Témiscamingue. Oui. J'ai envie de vous demander, j'ai cru comprendre que vous étiez dans l'érablière ou
avec la famille, non? Ben, on a une petite érablière. Mon père, il a une petite érablière. Mes OK. parents, là, ils ont une petite érablière familiale. Fait que ça fait, je pense, 5 ans. C'est la 5e année cette année. Fait qu'on fait du sirop, là. On a à peu près 500 entailles, là. Fait Ah, que, c'est beau! C'est là, beau. on n'a pas mis beaucoup de temps là-dessus cette année avec le lancement de l'entreprise, mais c'est une belle passion. Puis c'est un très beau PFNL, là. Oui. Le sirop d'érable. Tu sais, moi, je pense que quand on parle... Les gens, PFNL, des fois, ça leur dit pas grand-chose. C'est l'abréviation de produits forestiers non ligneux. Je pense dans les produits forestiers non ligneux, les plus communs, les plus populaires au Québec, bien, je pense que le sirop d'érable, c'est le premier. On a aussi, je pense que le bleuet, ça fait beaucoup partie aussi des produits. Puis les champignons aussi commencent beaucoup. La chanterelle, par exemple, que à peu près tout le monde... presque connaît la chanterelle, donc je dirais que c'est les trois kings des produits. Sur votre site web, vous vous définissez comme la tortue. Oui. Pourquoi? Ben, Roxane, pour en témoigner, je suis lent dans la vie. Comment je dis? Oui, je suis curieux. J'aime ça prendre le temps. Fouiller en profondeur. Oui, je fais beaucoup de recherches. Je lis beaucoup. Je fais des recherches pour apprendre des nouveaux produits, pour des choses comme ça. Puis la tortue, c'est aussi... ben c'est ça, c'est celle qui prend le temps. Ça me prend du temps à faire une tâche, mais je vais la faire quand même bien, je pense, la plupart du temps. Mais c'est ça. J'avance tranquillement, mais sûrement. Bon. Tu te dis aussi cuisinier, parce qu'il faut savoir quoi faire avec ces produits-là. C'est un atout? Oui. Ben, je me considère quand même comme un bon cuisinier en général. Oui. Puis là, j'essaye de plus en plus d'inclure les PFNL dans notre alimentation. Des fois, c'est difficile. Je pense au poivre des dunes, par exemple, qui est un produit qui est quand même populaire. Le quoi? Le poivre des dunes. Donc, c'est un produit, c'est le chaton, c'est un épice qu'on trouve ici en forêt? qu'on trouve ici, qui est le chaton d'une espèce de aune qui pousse ici naturellement. OK. Et puis, c'est un épice qui se cueille en hiver, puis qui est comestible, qui est bon, mais que souvent, j'ai l'impression que les gens, ils savent pas trop quoi faire nécessairement avec. Donc, fait que, tu sais, c'est très savoureux, c'est très... ça a du potentiel. Donc, l'objectif, c'est aussi d'essayer de travailler ces épices-là pour les inclure dans des recettes, des choses comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de fruits et légumes de la forêt? Oui. Avec les petits fruits, puis les quenouilles. Puis... Ben, tout à fait. Tout à fait. Nous autres, on considère, par exemple, justement, le cœur de quenouille, c'est un très bon légume qui est indigène, Y a-t-il d'autres racines que vous allez chercher? Pour l'instant, il y en aurait d'autres qu'on pourrait, mais pour l'instant, dans nos produits, il n'y en a pas. Mais on pourrait, là, il y en a, je pense à, par exemple, la racine de pissenlit qui peut être une plante médicinale, la racine de bardane qui peut être... et d'autres. Mais pour l'instant, dans nos produits, on a vraiment... Mais c'est pas la racine non plus qu'on va chercher, c'est vraiment le cœur de la quenouille. Fait que, mais il y a aussi, par exemple, les têtes de violon, qui est un produit... Lui, on le cueille pas de façon commerciale parce que c'est une plante qui est quand même... dur à régénérer, puis... De courte durée? De courte durée? Ben, c'est ça. Puis quand on fait une cueillette, ben on y fait mal quand même beaucoup à la plante. Donc, nous, on l'accueille pas de façon commerciale. OK. Mais même Roxane parlait tantôt des pousses d'épinettes. C'est comme un légume, je pense. Nous autres, on fait une marinade avec ça. Des boutons fleuraux comestibles, c'est un peu un légume. Puis les fruits, ben ils n'ont pas vraiment besoin de présentation. Là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Comme je peux voir, les qualités de chacun de vous deux fait en sorte, mis ensemble, c'est complémentaire et puis vous pouvez aider à développer le garde-manger qu'on a dans la forêt ici. Tout à fait. Je pense que les deux, on a des qualités différentes, des qualités qui se ressemblent aussi, mais je pense qu'à deux, on a vraiment
on a vraiment beaucoup de force quand ils sont mis en commun, qui peuvent faire des grandes choses. Présentement, on est au début du printemps. Quelles sont les activités là, qui vous préoccupent, là, les préparatifs ou la promotion? Bien, c'est sûr que là, on vient de recevoir aujourd'hui même nos nouvelles étiquettes pour nos nouveaux produits. Donc, ce matin même. Donc, là, c'est sûr que ça va être de refaire un inventaire parce que on n'a pas vraiment d'inventaire en ce moment. On commence. Donc, cet été, ça va être vraiment de cueillir quand même beaucoup. On a déjà quand même nos territoires de cueillette qu'on connaît déjà. OK. Après, ça va être d'aller chercher des gens. On a déjà des gens qui veulent venir cueillir avec nous. Nous, on va cueillir beaucoup. Ça va être de transformer ça puis de se faire un inventaire. Mais il y a aussi la danse de la quenouille qu'on va organiser. Là. Roxane, tu peux peut-être en parler. Oui. On est-tu rendu au moment qu'on parle les deux? Super. Oui, donc la danse de la quenouille, ça va être un événement là, dans la fin de semaine du 18 juin. Puis le but, c'est de se rassembler autour de ce PFNL-là, ce légume de la forêt qui est vraiment très délicieux. En frais encore plus que mariné. Là, nous, on le fait mariner, mais quand même, il est très bon aussi. Dans le fond, c'est ça va être une fin de semaine. On va inviter les gens à participer avec nous à la cueillette, la transformation. Ah. On va les inviter, bien sûr, à amener leur tente et se camper chez nous, ou retourner chez eux, là, comme les gens voudront. Puis c'est sûr que ça va être un peu une fête, là. On veut voir tous les aspects de la quenouille, peut-être, idéalement, faire de la vannerie aussi, donc peut-être tisser les feuilles et faire des paniers. Ah oui? Idéalement. Si c'est pas cette année, si on trouve pas finalement quelqu'un qui va pouvoir qui nous montrer la vannerie des feuilles de quenouille, ça va peut-être être l'année prochaine. On verra, mais le but, c'est vraiment de voir un peu tout ce qui est beau de la quenouille puis la célébrer parce que c'est un magnifique légume qui, tu sais, les gens qui aiment, mettons, les cœurs de palmier, ben c'est la même texture. Puis ben en plus, ça vient d'ici. Fait que, Ça pourrait devenir un festival c'est ça. témiscamien? Le but, c'est un peu de faire un petit festival, mais là, on le fait à petite échelle, vu que c'est la première année. Fait qu'on commence avec la danse de la quenouille, ça commence à quelque part, puis un jour, on se rendra dans un plus gros événement. On a le terme que je trouve qui pourrait être cute, c'est le ver forestival, qui peut-être pourrait avoir lieu là, pendant la danse de la quenouille. Là. Comment tu dis ça? Le ver forestival. OK. Donc, c'est un petit jeu de mots. OK. On verra si ça va être pour ça ou ça va être pour quel événement, mais on risque de le sortir quand même à un moment donné. Parce que une des missions aussi de Vert Forêt, c'est de dynamiser notre... Tu sais, ici à La Tulipe, on est une municipalité dévitalisée. Oui. Puis un de nos objectifs aussi, c'est de dynamiser le secteur. Super. Donc, en invitant du monde, en mobilisant le monde de la communauté, ben là, c'est sûr qu'on va remplir une partie de notre mission. Là. Mission, c'est sûr qu'un festival, éventuellement, Ça risque autour fort. du PFNL, là, ça risque fort d'arriver, puis ça serait très intéressant. Puis, bon, je ne l'ai pas tant mentionné même ce soir, mais tu sais, moi, c'est ça que j'ai étudié, là, l'organisation d'événements. Là. OK. Je suis technicienne en loisirs, donc c'est pour ça, en fait, qu'on se complète aussi bien, parce que le côté organisation il est quand même bien développé chez moi. Je me suis quand même outillée pour ça, fait qu'on peut vraiment se compléter. Xav a plus de connaissances que moi dans la forêt, dans l'utilisation des plantes, mais je pense qu'on gagne vraiment à apprendre. On voit que vous avez plein de talents comme promoteur pour promouvoir votre événement. Vous êtes... Bien, merci beaucoup. Vous êtes vraiment formidable. Bien, merci beaucoup. Les produits que vous avez énumérés tantôt, ils vont être récoltés au cours de l'été, mais vous allez avoir besoin de main-d'œuvre. Tout à fait. Bien là, en fait, on vient de recevoir une confirmation de Emploi Canada. Donc, on vient d'avoir 2 employés de moins de 30 ans qui pourraient venir travailler pour nous. Donc, on va sortir une offre d'emploi là, dans les prochains jours pour justement essayer d'attirer des plus jeunes, moins de 30 ans, à venir travailler avec nous. C'est sûr que ça nous ferait vraiment plaisir d'être entourés. Puis le but, ça ira encore plus dans notre mission. Puis c'est sûr que plus on peut cueillir, plus on peut être présent dans la communauté à certains niveaux. Et en plus de ça, vous allez avoir des bénévoles, j'imagine? On pense que oui. Puis c'est sûr qu'il y a quelques cueilleurs qui veulent déjà cueillir pour nous, qui ont déjà, mettons, d'expérience. Donc, eux autres, peut-être qu'ils vont nous en vendre. On va l'acheter
à cette personne-là. Là. Puis on veut bien payer nos cueilleurs aussi. On est nous-mêmes des cueilleurs, puis on sait que c'est un travail physique et des fois mental aussi, quand que les conditions sont pas favorables, puis on sait c'est quoi que ça vaut. Fait que on veut s'il y a des gens, on veut pas exploiter personne, puis il y a déjà des gens qui sont intéressés à cueillir avec nous, puis on est bien content de ça, puis ces gens-là, je pense qu'ils vont passer un bel été. Puis en plus des produits, vous allez cueillir et mettre sur le marché, vous offrez aussi d'autres services de rencontres, d'ateliers? Bien, des ateliers de cueillette, on aimerait vraiment ça en faire. Puis aller même au-delà de juste l'atelier de cueillette et d'identification, ça serait aussi de passer beaucoup de temps en forêt avec des groupes, amener des groupes en forêt pour plusieurs facettes. Oui, la comestibilité de la forêt, mais aussi juste... L'intervention psychosociale. Bien, moi, je suis psychosociologue de formation, puis j'aimerais ça aussi faire de l'intervention psychosociale en nature, sous le levier du PFNL, encore une fois. C'est sûr que c'est plus à moyen-long terme qu'on veut développer ça. Pour l'instant, on va se concentrer plus sur nos produits, puis tout ça, mais éventuellement, c'est sûr qu'on va vouloir bonifier notre offre de service avec ça. Puis je pense que c'est complémentaire aussi. Mais à court terme aussi, ça fait déjà 1 an qu'on donne des ateliers de djembé. C'est un instrument de percussion, oui. Il y en a un là. On pourrait aller en chercher un peut-être. On va prendre des images tantôt. OK, donc ça fait à peu près 1 an qu'on donne des ateliers de djembé. Puis on veut continuer ça. C'est une offre qu'on va... Ça a plus ou moins rapport, là, mais on veut continuer à donner des ateliers. C'est sûr que ça a un petit peu rapport dans le sens que un instrument de percussion, ça l'aide quand même à se recentrer et se connecter. Okay. Donc, c'est sûr que nous, c'est un peu aller dans le bois puis se connecter avec le bois. C'est un peu comme le djembé nous fait un peu le même effet. Donc, on veut l'offrir aux gens aussi. Puis c'est sûr que ça fait partie là, de nous. C'est sûr qu'on n'a pas fait beaucoup de promotions là, dans la dernière année parce que c'était pas l'objectif, mais l'objectif est que l'hiver prochain, là, on en fasse plus là, de la promotion pour... Pendant la saison morte des cueillettes, que là, on veut jouer du djembé. On veut jouer du djembé avec le monde du Témis, qui ça leur tente. Puis déjà, on a quand même une couple de personnes là, qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés, fait que je pense que ça va pouvoir marcher. J'imagine que vous prévoyez faire les marchés publics, la foire gourmande peut-être? Tout à fait. Tout à fait. Bien là, on va être à la foire gourmande. Ah, bravo! Oui, bien merci. On va être à la foire gourmande. On va, c'est sûr, être au marché public de Ville-Marie, de Moffett à l'occasion. Puis, on a prévu 5 fois dans l'été aller en Abitibi, donc faire le marché de Amos, Val-d'Or. Hey. 5 fois, là, on a envoyé nos inscriptions cette semaine. Rouyn-Noranda, Malartic, sur Mabarot, Sainte-Terre. Fait que, à voir comment ça va se dérouler. Mais là, on a une coupe de déjà cannées. Au moins 5 fois, on va aller en Abitibi aussi. Moi, c'est sûr que je viens de là, fait que c'est sûr que je veux aller... Pour moi, l'Abitibi puis le Témiscamingue, c'est quand même... oui, c'est 2 presque régions, mais ça reste que c'est tout ensemble. Oui, c'est pas le même climat, mais pour moi, ça reste le territoire... ça reste l'Abitibi-Témiscamingue. Mais je me dis maintenant Témiscabitibienne quand même. Ouais. À vous voir, là, je suis convaincu que vous allez pouvoir vivre de votre entreprise avant longtemps. Bien, merci beaucoup. C'est ce qu'on espère, justement. Le vivre au rythme des saisons, c'est un peu ça. C'est d'être capable de vivre de notre entreprise. On n'a pas vraiment besoin d'avoir des gros moyens non plus. On a un petit train de vie, on s'occupe de... On essaie d'avoir un jardin, on a une petite fermette, là, tranquillement, qu'on vient d'acheter, là, fait qu'on commence. Mais le but est vraiment qu'on fasse qu'on soit dans Vert-Forêt puis qu'on vive la vie. Eh bien, Xavier Manta et Roxane Labbé, merci beaucoup de votre temps et on vous souhaite un très bon succès dans votre entreprise. Bien, merci beaucoup. Merci. Vert-Forêt souhaite développer une expertise sur la connaissance du territoire témiscabitibien en ce qui a trait à l'identification, la cueillette, la transformation, les bienfaits médicinaux et thérapeutiques de la forêt et de ce qui la compose. Il souhaite rassembler une communauté de connaisseurs et d'amateurs du potager de la forêt. Tout en continuant la commercialisation des produits forestiers non ligneux,
les nouveaux propriétaires de Vert-Forêt souhaitent dynamiser son milieu en offrant un milieu de vie, une famille œuvrant à offrir des expériences de connexion avec la nature, en commençant par l'est du Témiscamingue. On souhaite développer une expertise d'offres d'expériences humaines hors du commun en faisant de l'accompagnement psychosocial en nature, en utilisant le levier du PFNL, dans l'optique d'avoir un plus grand impact sur la connexion et l'utilisation de tous avec la forêt. Dès la fin de ce bulletin de nouvelles, demeurez à l'écoute pour voir la présentation de Vert-Forêt au public par les copropriétaires Xavier et Roxane. Le motel agricole des Basques, situé à Notre-Dame-des-Neiges, est un bel exemple pour une agriculture à la mesure des petits investisseurs et pourrait être implanté au Témiscamingue. Présenté comme une réelle innovation en agriculture, le motel agricole des Basques a suscité un vif intérêt partout au Québec dès son tout début grâce à son originalité et son approche unique qui le distingue des projets d'incubateurs. Heureux du développement qu'il y a connu depuis les 2 dernières années, le motel compte bien poursuivre son ascension en continuant d'attirer des entrepreneurs locaux et d'ailleurs. Pour bon nombre d'entrepreneurs intéressés à se doter d'une terre pour la réalisation de leurs projets, la réalité des coûts élevés les oblige à revoir leurs projets, voire à l'abolir. Conscient de cet obstacle majeur, et du frein que cela représente dans l'établissement de nouveaux projets sur un territoire, le chargé de projet Giovanni Lebel a imaginé le projet du motel agricole, un espace locatif adapté aux besoins de chacun, autant pour la superficie que la durée de location. De plus, les membres peuvent compter sur l'accès à de la machinerie et une communauté d'entraide sur le site. Lancé officiellement en 2022, le territoire de la MRC des Basques peut être fier de détenir le premier motel agricole dans l'ensemble du Québec. Depuis ses débuts, le motel a attiré 3 entreprises locataires. Les 3 entreprises dynamisent non seulement la terre et les bâtiments adjacents, mais toute la communauté des Basques en offrant des produits et des services de qualité à la population. Une entreprise en production maraîchère, courge et fruitière, tout en ayant une mission sociale et communautaire. Les arbres fruitiers mettent quelques années à produire, mais la culture maraîchère permet de s'assurer d'un revenu dès la première année d'exploitation, souligne M. Labelle. Une autre entreprise, La Voie du Cheval, qui propose des services de ressourcement équestre. Une autre va produire des fleurs dès l'an prochain et poursuivre la mise sur pied de son projet de ferme florale. La formule du motel agricole des Basques s'adapte à tout genre de projet et pourrait probablement s'implanter au Témiscamingue. Victime d'un incendie le 9 avril dernier, le Théâtre du Riff de Ville-Marie se voit contraint d'annuler 2 autres spectacles qui étaient prévus à sa programmation. La direction a tenté en vain de relocaliser le spectacle de l'humoriste Mariana Maza. Celui d'Ariane Roy, prévu le 6 mai, est aussi annulé. Selon la directrice générale Amélie Cordeau, la tâche de nettoyage et de réparation s'annonce majeure et plus longue que prévu, tant au niveau de la salle de spectacle que du cinéma. Il faut déconstruire pour faire sécher, explique-t-elle. Tout ça prend des délais. Tout ce qui est touché, c'est le restaurant, la salle de projection, les toilettes. Il y a eu de l'eau dans le sous-sol, le lobby. Présentement, ce n'est pas hygiénique et c'est déconstruit. Il y a des délais parce que plusieurs salles et équipements sont touchés. Le RIF ne peut s'avancer sur un échéancier pour la reprise de ses activités. La direction se croise les doigts pour pouvoir présenter les spectacles très attendus de Fred Pellerin et de Simon Leblanc en mai et en juin. LVL Global et True RC Canada représenteront l'Abitibi-Témiscamingue lors du prestigieux gala Mercador Québec 2023, le plus grand gala national de reconnaissance du succès des entreprises exportatrices au Québec. Commerce International Québec, le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations, ORPEX, dévoilait le 15 mars dernier les finalistes qui tenteront de remporter le palme dans l'une des 7 catégories de prix de la 4e édition du Gala à l'exportation Mercador Québec.
En plus des prix dans les 7 catégories, 4 prix spéciaux seront décernés parmi les finalistes. Coup de cœur du jury, développement durable, diversité et inclusivité et l'honorable prix exportateur de l'année. L'organisme 48e Nord International est fier d'annoncer que les finalistes sur son territoire, LVL Global et True RC Canada, se sont récemment distingués en se classant comme finalistes au prix Mercador Québec, le plus grand gala dans le secteur de l'exportation au Québec, organisé par Commerce International Québec. Cette reconnaissance prestigieuse qui vise à reconnaître l'excellence en exportation souligne les efforts et les succès des entreprises de chez nous qui exportent leurs services, leurs produits et leur expertise à l'étranger. LVL Global a été nommé finaliste dans la catégorie Croissance soutenue à l'exportation. L'entreprise témiscamienne est une société privée formée en 2009 par des investisseurs locaux dans le but d'acquérir et de redémarrer l'usine de fabrication de composantes de plaquage de bois lamelé, LVL, située à Ville-Marie. Depuis le redémarrage de l'usine en 2010, l'entreprise développe des produits principalement pour le marché de la construction au Québec, en Ontario et aux États-Unis. D'ailleurs, l'usine de maisons préfabriquées Les Maisons Champoux utilise les poutres de LVL Global. LVL Global fabrique des composantes de plaquage de bois lamelés à partir de trembles seulement ou d'un mélange de trembles et de bouleaux, ce qui fait des produits très appréciés pour leur faible poids et leur résistance mécanique élevée. LVL Global titre de l'exportation la majorité de ses revenus depuis 2010 et elle compte bien développer l'exportation de façon plus agressive au cours des prochaines années. La mission de l'entreprise est de commercialiser et de développer les marchés internationaux des produits de bois d'ingénierie transformés en assurant le leadership et une image de force dans les différents niveaux de son secteur d'activité, par sa détermination de la qualité supérieure de son service. Le couronnement des lauréats aura lieu lors d'un gala prestige le 24 mai 2023 au Grand Quai du Port de Montréal. Pour la valorisation du français, le gouvernement donnera annuellement un montant de 300 $ aux enseignants pour l'achat de livres québécois. C'est la première d'une série de mesures avec lesquelles le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, souhaite valoriser le français à l'école. La lecture est probablement l'ingrédient le plus important dans l'apprentissage de toutes les matières. On a besoin d'être capable de lire en français, mais en maths et en univers social aussi, affirme le ministre. Les livres achetés doivent servir à garnir les bibliothèques de plus de 34 000 classes. Au total, la mesure coûtera 55,6 millions de dollars d'ici 2027 et permettra d'acheter environ 18 livres par année pour chaque classe. Donner le goût de la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge ne peut être que positif pour leur développement et leur réussite scolaire. Et développer cet intérêt n'est possible que si nous rendons disponible le plus de livres de qualité possible pour nos élèves, affirme Bernard Drainville dans un communiqué. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infotémis, je vous invite à regarder la présentation du renouveau de Vert-Forêt. TV Témis désire vous faire part d'une offre d'emploi en journaliste pour compléter l'équipe. Informer la population, c'est contribuer à un monde meilleur. De plus, TV Témis offre un stage de formation rémunéré en journaliste. Une belle occasion pour celui ou celle qui veut relever de nouveaux défis. En terminant, ne manquez pas notre télé-bingo du mercredi 18h. Jouez seul ou en groupe. Je vous souhaite la meilleure des chances. Ici Lauren McLean qui vous remercie d'avoir été là. À la semaine prochaine. Au revoir.